Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Suite du dialogue national inclusif au Gabon, malgré l'entame de ces pourparlers le 2 avril, les travaux sont entrés dans le vif du sujet ce lundi. Cette rencontre suscite beaucoup d'espoir et d'attente au sein de la population. Réaction à suivre dans cette édition. Le Burkina Faso poursuit ses efforts en matière d'autonomisation économique des femmes. Plus de 18 milliards de francs CFA de crédit ont été mis à disposition de plus de 100 000 femmes en 2023 par le gouvernement burkinabé, et ce à travers le fonds d'appui aux activités rémunératrices de femmes. Et le Cap-Vert développe sa stratégie numérique. Un projet de parc technologique est en phase de construction et devrait être inauguré en 2025. Les autorités misent sur les investisseurs de la diaspora pour concrétiser ce projet digital. Mais tout d'abord, au Sénégal, le nouvel exécutif prend ses marques une semaine après la prestation de serment du président Bassirou Diomaye Faye. La passation de service entre le Premier ministre Ousmane Sonko et son prédécesseur Sidiki Kaba s'est déroulée ce lundi 8 avril dans la plus grande sobriété, alors qu'il nommait le 5 avril son gouvernement qu'il qualifie lui-même de rupture. Le nouveau chef de la primature a précisé ce lundi que le travail des ministres devrait débuter au lendemain de la célébration de la fin du Ramadan, c'est-à-dire après le 10 avril. Au Gabon, le coup d'envoi du dialogue national a été donné le 2 avril, mais c'est ce lundi que les participants sont entrés dans le vif du sujet avec le lancement des travaux au stade de l'Amitié à Libreville. Ce rendez-vous doit préparer la fin de la transition, mais il reste décrié par plusieurs partis politiques. Reportage de nos envoyés spéciaux à Libreville, Joseph Moifo et Nasser Ngoum. Le dialogue national inclusif, ouvert le 2 avril 2024 par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, entre dans sa phase déterminante ce lundi 8 avril 2024 avec le début des travaux au sein des 3 commissions retenues et la sous-commission. C'est dans ce stade de l'Amitié de Libreville que les débats se dérouleront. Pour Monseigneur Patrick Ibaba, qui préside les travaux, ce dialogue est une chance inespérée de briser le cycle infernal des rendez-vous manqués depuis 1990. Une occasion pour les Gabonais de s'engager véritablement dans une démarche de conversion nationale et de reconstruire l'environnement socio-politique sur les bases nouvelles. Dans les rues de la capitale gabonaise et comme dans les autres villes du pays, les populations se disent confiantes et espèrent que les résolutions issues du dialogue national puissent véritablement aider le Gabon à retrouver ses lettres de noblesse et permettre son plein développement. Personnellement, ce que j'attends des assises du dialogue national, c'est que les conditions de vie des Gabonais soient rendues à l'heure fixe, soient améliorées, mais plus encore, que la dignité de la nation gabonaise lui soit rendue. Mais aussi que la gouvernance ne soit pas celle que nous avons connue depuis plus de 40 ans, 50 ans, mais qu'elle soit nouvelle et qu'elle soit à la mesure des attentes des Gabonais. En tant que citoyenne gabonaise, ce que j'attends à la fin de ce dialogue national inclusif, c'est qu'il y ait, comment on appelle ça, une couverture d'eau déjà. Couverture d'eau, d'électricité, qu'il y ait plus d'emplois pour les jeunes. Nous attendons effectivement des changements. Des changements au sortir de la libération de notre pays aux dernières élections. Nous penserons qu'à la fin du mois d'avril, nous aurions les conclusions de ce qui a été effectivement déposé comme contribution par la majorité des Gabonais. Le dialogue est une bonne chose déjà pour le pays. Je pense que beaucoup de points ont été abordés. Au Gabon, on manque de routes, on a des problèmes d'eau, d'électricité. Et je crois au projet du président Oligui. Ce dialogue national inclusif s'inscrit dans la ligne des engagements pris par le Comité pour la transition et la restauration des institutions dirigé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État au lendemain du coup de libération.
Il a été investi par le parti Un Nouveau Jour le 9 mars dernier. Au Tchad, le docteur Nasra Djimasgar est compté parmi les 10 candidats à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Son credo, le bien-être social, l'assainissement des finances publiques ou encore la lutte contre l'impunité. Son programme est à suivre dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Commentaire Esther Conan. Nous luttons pour le bien-être du peuple tchadien. Dr Nasra Djimasgar est l'un des 10 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Investi par le parti Un Nouveau Jour, cet universitaire de 49 ans se présente pour la première fois comme candidat à la magistrature suprême. Entouré par une équipe jeune, il propose aux Tchadiens un programme basé sur le développement social, notamment lutter contre la pauvreté extrême. Il estime que pour remettre les Tchadiens au travail, il faut d'abord penser à leur bien-être social. En plus de 40 années d'indépendance, on n'arrive pas à offrir de l'eau, à offrir l'électricité, à construire des routes, à construire des hôpitaux, à relever le niveau de vie pour rendre paisible la vie du peuple tchadien. Tout cela se résume au niveau de la mauvaise gestion qui s'exprime à travers des détournements des deniers publics, le non-respect de la chose publique, où on confond la chose publique avec son bien propre. Une défense nationale, mais c'est une défense provinciale ou régionale, une défense ethnique. Pour le candidat du parti Un Nouveau Jour, le Tchad peine à faire des progrès socio-économiques à cause de la mauvaise gouvernance et de la corruption qui sont devenus endémiques dans le pays. Dr Nasra Djimasgar propose d'assainir la gestion des deniers publics et d'introduire des valeurs morales et religieuses dans la formation et le recrutement des cadres tchadiens. Il propose de combattre l'impunité sous toutes ses formes. Quant à la gestion de la chose publique, ça c'est naturel. Chez nous autres, on a des valeurs qu'on défend et on pense qu'il y a aussi un être suprême au-dessus de nous, à qui on doit rendre compte un jour. Lorsque nous allons quitter cette terre-là, nous allons rendre compte à cet être suprême. Avec cette valeur, nous allons considérer la chose publique comme appartenant à tout le monde. Nous ne serons que gérants de cette chose publique. Ça ne nous appartient pas. On fera attention. On ne détournera pas et on va enseigner aux Tchadiens que le détournement est négatif. La réforme de l'armée pour la rendre républicaine et la restauration de l'autorité de l'État sont aussi inscrites en priorité dans le programme politique du candidat du parti Un Nouveau Jour. Auteur de l'ouvrage L'être humain face à Dieu et face à lui-même, Dr Djimasgar est un juriste et un religieux convaincu qui aspire à réconcilier les Tchadiens autour des valeurs fondamentales de la République et de la morale. Rendre les femmes plus autonomes financièrement, c'est la volonté du gouvernement burkinabé à travers le fonds d'appui aux activités rémunératrices de femmes. Près de 100 000 femmes ont pu bénéficier de plus de 18 milliards de francs CFA de crédit en 2023. Une volonté politique qui se perpétue depuis le début des années 1990. Les précisions de Pauline Minka. Au cours de l'année 2023, plus de 100 000 femmes au Burkina Faso ont bénéficié de crédits du gouvernement d'un montant de 18,41 milliards de francs CFA à travers les fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. En effet, 41 provinces ont été couvertes avec un total de 100 457 femmes ayant le statut de personnes déplacées internes. Les bénéficiaires ont reçu des crédits d'un montant de 18 415 580 120 francs CFA. En raison de la situation sécuritaire du pays, des personnes déplacées internes et des milliers de femmes ont été installées sur des sites d'accueil temporaires. Au regard de la situation sécuritaire du pays, avec son corollaire de personnes déplacées internes, des milliers de femmes ont été installées sur des sites d'accueil temporaires. Des formations à plusieurs métiers ont aussi été initiées en vue de l'autonomisation des femmes déplacées internes dans le cadre de leur insertion socio-économique entreprise par les autorités, en plus des crédits et microcrédits accordés. La ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille,
Nadi Somé Diallo avait lancé en octobre 2023 à Kaya le projet de résilience économique et sociale des femmes au profit de plus de 8000 femmes PDI dans la région du centre-nord, de l'est, de la boucle de Mouroun et du Sahel. Elle avait également remis les clés des logements sociaux au PDI afin d'augmenter le nombre de femmes qui peuvent s'auto-employer. Pour encourager et soutenir les femmes entrepreneurs qui bénéficient de l'accompagnement du ministère. C'est leur adresser tous nos encouragements et notre soutien et souhaiter que le savoir-faire qu'elles ont pu acquérir, qu'elles puissent partager ça à d'autres femmes afin qu'on puisse augmenter le nombre de femmes qui peuvent s'auto-employer. Créé en septembre 1990, les fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes œuvrent à l'autonomisation économique de toutes les femmes à travers l'octroi de microcrédits et la formation pour accompagner les bénéficiaires dans la gestion de leur activité. C'est la concrétisation d'un projet de longue haleine au Cap-Vert. Un parc technologique est en train de prendre forme et devrait être inauguré en 2025. Ce projet est au cœur de la stratégie numérique du pays, avec une ambition, faire de cet État insulaire le foyer des hautes technologies en Afrique de l'Ouest, en attirant les investisseurs de la diaspora. Plus de détails avec Lefty Ounou. Des startups et entreprises innovantes du secteur numérique s'implantent dans le parc technologique TechPark Cap-Vert. Situé entre le centre-ville et l'aéroport international de Praia, le parc technologique TechPark Cap-Vert regroupe un ensemble d'infrastructures visant à former des entrepreneurs du Cap-Vert et de la région de l'Afrique de l'Ouest dans les domaines de l'innovation technologique. TechPark Cap-Vert est conçu pour recevoir des startups et entreprises innovantes axées sur le développement digital. Mise en œuvre par le gouvernement capverdien, ces infrastructures visent à promouvoir l'innovation et le développement technologique en positionnant le Cap-Vert comme une référence digitale et un hub de l'océan Atlantique et d'Afrique de l'Ouest. Nous croyons qu'ici, nous pouvons recevoir des startups du Sénégal, du Nigeria et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons former des jeunes gens venant de l'Afrique de l'Ouest ici. Nous souhaitons qu'ils développent leurs startups ici et nous voulons qu'ils organisent de même des événements internationaux. C'est un parc pour servir la région entière. Nous avons fait cet investissement parce que nous voulons être une contrée de la technologie de l'Afrique de l'Ouest et nous présenter en tant que foyer des hautes technologies et des TIC pour toute la région. Le TechPark Cap-Vert est doté de centres de données et d'infrastructures physiques modernes. La création du TechPark au sein de la zone économique spéciale pour les technologies ZEET permet de produire de jeunes talents dans l'économie numérique. Selon les autorités capverdiennes, les investissements consentis dans cette infrastructure visent non seulement à œuvrer pour le développement durable du Cap-Vert, mais aussi à attirer les investisseurs de la diaspora. Nous avons créé une zone de technologie pour réduire les taxes pour toutes les entreprises qui veulent s'établir au Cap-Vert. Nous voulons attirer les secteurs privés, les investissements de l'étranger au Cap-Vert, mais aussi de la diaspora. Nous voulons ramener notre diaspora au bercail. Nous voulons leur dire, tête pensante, qu'il est temps de revenir. Nous préparons le Cap-Vert pour le présent et le futur. Le projet TechPark Cap-Vert a été financé par le gouvernement capverdien et ses partenaires financiers, notamment la Banque africaine de développement BAD, avec le support de la Banque mondiale. Des campagnes découvertes et partenariats avec les Nations Unies, le secteur privé entre autres, la compagnie Microsoft sont mises en œuvre avant l'inauguration du TechPark Cap-Vert en 2025. La Sierra Leone déclare l'état d'urgence national face à la toxicomanie qui est devenue en quelques années un problème de santé publique. La consommation croissante de drogues synthétiques bon marché par les jeunes inquiète le président Julius Maada Bio qui a récemment indiqué la mise en place d'un groupe de travail national pour éradiquer ce fléau. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a déclaré le 5 avril l'état d'urgence national en matière de toxicomanie suite aux alertes du gouvernement sur la consommation croissante d'une drogue synthétique bon marché et parfois mortelle, connue sous le nom de couche. Le mélange hautement addictif de marijuana, de fentanyl et de tramadol a causé des centaines de morts et des dommages psychiatriques chez de nombreux utilisateurs depuis son apparition en Sierra Leone il y a environ 4 ans selon le gouvernement.
En tant que président du conseil de police, j'instruis que toute personne attrapée dans ce business de coche n'aura aucune chance de s'en sortir. Même si elle dispose de milliers d'avocats, elle n'aura aucun moyen de s'en sortir. Selon le président sierra-léonais, la consommation généralisée de drogues synthétiques, notamment de marijuana, a ravagé la ville. 2 milliers de personnes, pour la plupart des jeunes, dans le pays, et ce malgré les efforts persistants du gouvernement à déplorer l'augmentation alarmante de la consommation de marijuana et les décès qui y sont associés. Selon des sources ayant déclaré l'anonymat, c'est environ 60% de la jeune population sierra-léone qui a consommé du couche en 2023. Cette substance décharge de nombreuses toxines dans l'organisme et met les consommateurs dans un état comateux. Cela fait battre le cœur d'une manière assez irrégulière. Il y a de nombreux dégâts que cette substance cause dans le corps humain. Pour efficacement lutter contre la consommation de cette substance, le président sierra-léonais a proposé de créer un groupe de travail chargé de mettre en œuvre une stratégie globale en 5 axes, soit la prévention, des campagnes de sensibilisation, la mise à disposition de chaque quartier d'un centre qui pourra offrir soins et soutien aux toxicomanes, ainsi que le démantèlement des chaînes d'approvisionnement en drogue. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.